Pendant plus d'une décennie, au début des années 2000, un tueur en série a sévi aux États-Unis sans même que quiconque ait la moindre idée de son existence. Contrairement à la majorité de ses congénères, il a réussi à passer sous les radars de la police parce que non seulement il est extrêmement malin et méticuleux, mais en plus, il n'a pas de modus operandi défini. Il tue au hasard des victimes avec des profils très différents et ne laisse jamais aucune trace qui permette de seulement savoir que la victime est morte des mains d'un serial killer. En fait, il commet des meurtres simplement pour l'adrénaline que ça lui procure. Mais sa folie meurtrière va finalement être stoppée quand il va s'en prendre à une énième victime qui, cette fois, sera identifiée et traquée et permettra aux autorités d'appréhender celui qui l'a kidnappé. Installez-vous confortablement, baissez la lumière, c'est parti pour un nouvel épisode de HVI. Générique. Le 7 janvier 1978, la petite ville de Richmond, située dans l'Utah, aux États-Unis, voit naître un petit garçon nommé Israel Keyes. On ne peut pas dire que son enfance soit un long fleuve tranquille, il est le second enfant d'une fratrie qui en compte 10, et ses parents sont très sévères, notamment parce qu'ils sont membres de l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En gros, c'est un mouvement qui, bien qu'issu du mormonisme, ne lui est pas affilié, et qui se rapproche plutôt pas mal de ce qu'on peut qualifier de secte, en raison de son isolement, mais aussi de ses pratiques parfois répréhensibles. Par exemple, les membres de la FLDS adhèrent à la polygamie, et il n'est pas rare que des hommes d'âge mûr soient mariés à de très très jeunes filles. Warren Jeffs, qui a dirigé le groupe pendant de nombreuses années, a d'ailleurs été condamné à la prison à perpétuité en 2011 pour 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs. Chez les Keyes, les enfants sont scolarisés à la maison et élevés selon des principes chrétiens assez stricts jusqu'en 1983, année durant laquelle le père d'Israël quitte la FLDS et déménage avec sa famille au nord de Colville, dans l'État de Washington. Toute la tribu s'installe dans une petite cabane sur un terrain isolé. C'est à partir de là que leurs conditions de vie deviennent pour le moins spartiates. Il n'y a ni eau courante ni électricité dans leur habitation, et elle n'a qu'une seule pièce, donc certains des enfants doivent littéralement camper dehors parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de place pour faire dormir tout le monde à l'intérieur. La fratrie doit chasser sa nourriture, couper du bois de chauffage, mais aussi travailler dans les fermes locales alentours pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Pour résumer, chez les Keyes à ce moment-là, on est loin, mais alors vraiment très loin du Club Med. Après leur arrivée à Colville, les parents d'Israël deviennent membres d'une nouvelle église appelée Église chrétienne d'Alliance d'Israël, qui enseigne la doctrine de l'israélisme britannique. Alors, je vous passe les détails, mais pour vous la faire courte, ceux qui y adhèrent pensent que le métissage est une chose déviante et que les anglo-saxons doivent régner sur les races perçues comme inférieures. De son côté, en grandissant, Israël devient un adolescent particulièrement doué en ébénisterie. Il construit une cabane pour sa famille à l'âge de seulement 16 ans, et décroche son premier emploi chez un entrepreneur local 1 an plus tard, en 1995. Il y reste jusqu'à ses 19 ans, puis tout le monde déménage dans le Maine, à Smyrna, où les Keyes recueillent de la sève pour la production de sirop d'érable, dans une communauté principalement amish. À la maison, l'ambiance n'est pas à la rigolade parce que la mère de famille fait du zèle religieux, au point d'interdire à ses enfants d'aller voir des films, ou encore d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, invoquant le fait que c'est contre la volonté de Dieu. Seulement, Israël ne l'entend pas de cette oreille. Lui, la religion, ça le botte pas du tout, une chose qu'il décide d'annoncer à ses parents, et qui évidemment ne le prennent pas très bien. Pas très bien du tout, même, parce qu'après leur avoir annoncé son athéisme, il est tout simplement mis à la porte du logement familial, et tous ses frères et sœurs qui vivent encore ont pour consigne de ne plus entrer en contact avec lui. C'est maintenant seul qu'Israël doit mener sa barque et le 8 juillet 1998, à l'âge de 20 ans, il s'engage à l'armée dans l'État de New York. Au sein des Marines, tout se passe pour le mieux pour lui. Il sert à Fort Hood, Fort Lewis et à l'étranger, en Égypte. Il reçoit même 5 récompenses et décorations pendant son engagement.
Le 8 juillet 2001, à l'âge de 23 ans, Israël quitte les rangs de l'armée et peu après, il apprend qu'il va être père. Bon, au départ, il n'est pas très emballé parce qu'il ne fréquentait pas la mère de l'enfant, Tammy Hawkins, de façon très sérieuse et de ce fait, il lui demande d'avorter. Elle refuse, tout en précisant à Israël qu'elle ne lui demandera pas de s'impliquer, mais après mûre réflexion, ce dernier accepte finalement la grossesse et décide de se mettre officiellement en couple avec la jeune femme. Tammy a des origines amérindiennes et vit au sein de la réserve Makah, à Nia Bay, dans l'état de Washington. C'est donc là que le futur père se rend, dans le but de s'installer avec elle. Sur place, il décroche un emploi très convoité au département des parcs et des loisirs de l'autorité tribale, et aux alentours d'octobre 2001, une petite fille prénommée Sarah voit le jour. Israël est un homme assez renfermé sur lui-même, mais il se révèle être un excellent père, très investi dans son rôle. En revanche, dans son couple, ça ne va pas très bien. Après s'être vu prescrire des analgésiques de façon répétée, Tammy tombe peu à peu dans l'addiction et son petit ami a, de son côté, tendance à un petit peu forcer sur la boisson depuis plusieurs années, ce qui n'arrange pas les choses. Résultat, leur relation prend du plomb dans l'aile et finit par se solder par une rupture, on ignore quand exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en mars 2007, Israël déménage et part s'installer à Anchorage, en Alaska, avec sa fille Sarah, qui a maintenant dans les 6 ans. Là-bas, il emménage avec Kimberly Anderson, sa nouvelle petite amie, qui est infirmière, et il ouvre de son côté une entreprise appelée Keys Construction, afin de pouvoir proposer ses services en tant qu'entrepreneur dans le bâtiment. Israël semble avoir enfin réussi à trouver l'épanouissement au niveau personnel comme professionnel, et son nouveau boulot fait qu'il tisse rapidement des liens à Anchorage, où il finit par être assez apprécié, en particulier de ses voisins. Tout marche bien pour lui et il mène une vie calme et heureuse dans un endroit plutôt agréable, il faut bien le dire, mais aussi agréable et calme que soit Anchorage, la petite vie paisible des gens qui y résident va bientôt être troublée par un drame qui va faire la une de toutes les chaînes d'information. Contrairement à Israël, Samantha Tesla Koenig est née et a grandi à Anchorage, et après la fin de ses études secondaires, elle a décidé de se lancer directement dans la vie active. La jeune femme de 18 ans réfléchit à peut-être s'engager dans la marine pour y devenir infirmière par la suite, et elle peut compter sur celui qui est son petit ami depuis maintenant 10 mois, Duane Tortolani II, pour la soutenir dans son projet. En attendant, elle a déjà occupé un emploi chez Subway, à la House of Harley Davidson, et depuis un peu plus d'un mois, elle travaille en tant que barista au Common Grounds, un kiosque qui vend des cafés à emporter sur la Tudor Road. Le 1er février 2012, dans la soirée, comme à son habitude, Samantha est à son poste et elle s'apprête à fermer la boutique à 20h. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'à ce moment-là, aux alentours de 19h50, 19h55, quelqu'un se dirige vers le kiosque et ce n'est pas du tout dans le but de commander un café. D'ailleurs, l'individu n'a pas choisi le Common Grounds par hasard, parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'il rôde dans le coin, et il a remarqué que le petit commerce est ouvert plus tard que les autres, mais aussi qu'il est idéalement situé. En effet, la Tudor Road est une route passante, mais les intempéries ont été telles, dernièrement, que la cabane dans laquelle est installé le kiosque est cachée derrière de grands bancs de neige, et ça, c'est parfait pour la mise à exécution de son plan. Alors que la jeune employée est sur le point de tout éteindre, elle voit l'homme s'approcher. Il porte un masque de ski et lui passe commande, elle le serre, se retourne, et on ne le voit pas très bien sur les images parce qu'il se trouve hors caméra, mais en une fraction de seconde, il sort une arme de poing de calibre 22 et la braque sur Samantha. L'homme demande à Samantha d'éteindre la lumière, puis de lui donner l'argent qui se trouve dans la caisse, ce qu'elle fait parce qu'elle est terrorisée et n'a qu'une seule envie à cet instant, lui donner ce qu'il veut, en espérant qu'il s'en aille quand il l'aura obtenu. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il se produit, et après avoir récupéré les recettes du jour, l'individu masqué entre dans le kiosque par la fenêtre, force la jeune femme à s'allonger au sol, avant de lui attacher les mains dans le dos. Il la fait ensuite sortir, toujours sous la menace d'une arme, et lui demande où se trouve son véhicule, ce à quoi Samantha répond qu'elle n'en a pas. Malgré tout, l'individu, toujours sous la menace de son arme, force la jeune femme à traverser le parking. Un peu plus loin, elle profite d'un moment d'inattention de la part de l'homme pour tenter de s'échapper
Mais il la rattrape, la projette à terre, et tout en la mettant en joue, lui précise que son arme est particulièrement silencieuse et qu'il serait sage de sa part d'éviter de lui donner une raison de la tuer. Samantha se relève et ensemble ils traversent la Tudor Road pour rejoindre un parking de l'autre côté, et plus précisément un véhicule, un 4x4 blanc avec une benne dont les plaques d'immatriculation ont été retirées. L'individu force sa captive à monter dedans, l'attache dans l'habitacle pour qu'elle ne tente pas de s'enfuir à nouveau, démarre, et rapidement, il lui explique qu'il l'a enlevé dans le seul but de pouvoir demander une rançon. Samantha lui dit que sa famille n'est pas fortunée et qu'il ne récoltera sûrement pas grand-chose, ce à quoi il répond que ses proches rendront probablement l'affaire publique et que c'est par ce billet, en sollicitant l'aide des gens, qu'ils arriveront à récolter la somme demandée. En gros, le ravisseur dit à sa victime que si elle coopère, il la laissera partir sans lui faire aucun mal dès qu'il aura l'argent, et forcément, malgré sa peur, elle n'a pas d'autre choix que de le croire et de tenter de rester calme en espérant qu'il tiendra parole. Mais il y a un couac dans le plan de l'homme parce qu'après avoir roulé pendant un moment, il s'aperçoit que le téléphone de Samantha est resté au Common Grounds alors qu'il le lui faut absolument pour pouvoir contacter ses proches dans le cadre de la demande de rançon. Résultat, il fait demi-tour, va le récupérer avant de reprendre le volant pour se diriger vers une autre partie de la ville. Pendant ce temps-là, Duane, le petit ami de Samantha, commence à s'inquiéter parce qu'il était censé venir la chercher à la fin de son service, mais quand il est arrivé, certes un petit peu en retard, le kiosque était vide et la porte verrouillée. En trouvant la porte close, quand il arrive au Common Grounds, le jeune homme se dit que sa copine est peut-être rentrée directement chez eux par ses propres moyens, alors il s'y rend pour en avoir la confirmation, mais une fois sur place, il ne l'y trouve pas. Alors il se trouve que chez eux, c'est en fait chez James, le père de Samantha, et chez qui ils habitent tous les deux. Du coup, après son arrivée à la maison, Duane met immédiatement James au parfum, et il trouve lui aussi que tout ça ne ressemble pas à sa fille, alors ils décident ensemble d'essayer de l'appeler, mais elle ne répond ni à l'un ni à l'autre. Et le mystère s'épaissit encore plus quand Duane reçoit un étrange message de Samantha qui dit qu'elle a besoin de faire une pause pendant un moment et qu'elle part avec des amis. Ce SMS fait immédiatement tiquer James parce que si ça avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de le prévenir lui aussi, et pas de cette façon, mais en l'appelant directement. Bref, il est convaincu que quelque chose cloche. De son côté, après avoir vu son ravisseur envoyer un message à son petit ami, Samantha le voit faire la même chose, mais cette fois, la destinateur est son employeuse et la propriétaire du Common Grounds, Michelle Duncan. Puis l'homme retire la batterie du téléphone et reprend la route jusqu'aux environs de 23h, où il gare son véhicule dans une allée, devant une maison située au 2456 Pearl Lane, toujours à Anchorage. Ce n'est que quand le quartier est enfin désert et qu'il n'y a plus de mouvement dans l'habitation qu'il se décide à sortir de la voiture avec Samantha pour la conduire vers un abri de jardin situé un petit peu plus loin sur le terrain. Une fois à l'intérieur, l'individu lui passe une corde autour du cou et l'attache solidement au mur avant de lui demander de lui donner son adresse, sa carte bancaire et le code secret de cette dernière. Samantha, qui fait toujours son possible pour ne pas le froisser, en espérant qu'il la laisse partir, lui donne adresse et code secret, mais en ce qui concerne sa carte bancaire, elle lui explique que ça va être compliqué parce qu'elle a un compte joint avec Duane et que la carte se trouve justement dans son 4x4 qu'il se partage aussi. Ni une ni deux, le ravisseur met de la musique assez forte, histoire qu'on n'entende pas sa captive crier, et il lui précise qu'il a un scanner des radios de la police. En gros, si des officiers sont alertés de quelque façon que ce soit, il le saura immédiatement et sera de toute façon de retour sur place avant la patrouille. Après ça, il remonte en voiture et prend la direction de l'adresse donnée par Samantha. Il est environ 3h quand il enfile à nouveau son masque, se gare à distance de la maison et arrive au niveau du 4x4 de Duane. Le truc, c'est qu'il tombe nez à nez avec le propriétaire du véhicule pendant qu'il le fouille et que ce dernier court vers la maison pour prévenir James. Malheureusement, le temps qu'ils en ressortent tous les deux, le voleur a déjà mis les voiles avec ce qu'il était venu chercher. Quelques heures plus tard, le même jour, James prévient la police au sujet de la disparition de Samantha et leur raconte tout ce qu'il vient de se passer. L'enquête commence alors dans le but de retrouver la jeune femme, et c'est peu de le dire. Ce que vont découvrir les enquêteurs va aller bien au-delà de ce qu'ils recherchaient initialement. Suite au signalement de James, la police se procure rapidement les images de vidéosurveillance qui ont été capturées la veille au soir au Common Grounds
Mais sur ces vidéos, tout comme sur place d'ailleurs, les enquêteurs ne trouvent rien qui puisse les mener à un éventuel suspect. Le responsable était masqué et il n'a laissé aucune trace ADN sur les lieux de l'enlèvement ou autour, ce qui donne du fil à retordre à la vingtaine de personnes qui travaillent avec acharnement dans le but de retrouver Samantha. Dans les jours qui suivent sa disparition, des officiers de police, aidés de nombreux volontaires, ratissent la ville à la recherche d'indices, et ce malgré le froid, mais ils ne trouvent pas la moindre piste. James, de son côté, promet une récompense de 12 500 $ à toute personne qui donnera une information permettant de localiser sa fille, mais là encore, ça ne donne aucun résultat. En fait, à partir du moment où Samantha a été filmée en train de quitter le Common Grounds à pied avec son ravisseur, on perd totalement sa trace. Il faudra attendre le 24 février, soit 23 jours après la disparition de la jeune femme, pour qu'enfin il y ait un rebondissement dans l'enquête et surtout l'obtention d'une preuve qu'elle est encore en vie. Ce jour-là, Duane reçoit un message qui a été envoyé depuis le téléphone de sa copine, et dans ce dernier, il lui est demandé de se rendre à Connor Park, un parc d'Anchorage, parce qu'un paquet y a été laissé à son attention. Évidemment, il transmet immédiatement l'information à la police, et ce n'est pas lui qui s'y rend pour le récupérer, mais bien des officiers, qui découvrent à l'intérieur une photo Polaroid de Samantha, où apparaît un journal daté du 13 février. Au dos de ladite photo, il y a un message tapé à la machine, plus précisément une demande de rançon, qui dit que la jeune femme sera libérée contre le paiement de la somme de 30 000 $. Ses parents ainsi que tous ses proches sont ravis d'apprendre qu'il ne lui est pas arrivé malheur, alors il commence immédiatement à œuvrer dans le but de rassembler l'argent le plus rapidement possible. Très vite, un premier versement de 5 000 $ est effectué directement sur le compte bancaire de Samantha, dont le ravisseur a toujours la carte. Après ça, aucun autre message n'arrive. En revanche, la police, qui surveille les mouvements bancaires qui ont lieu sur le compte de la jeune femme en temps réel, remarque que dans les heures après la réception du virement, quelqu'un a effectué un retrait à Anchorage. Des officiers se rendent très rapidement sur place, mais l'homme est déjà parti à leur arrivée, et malheureusement, ce qui a été filmé par la caméra du distributeur ne laisse à rien entrevoir de son identité. Il est masqué, il a une capuche sur la tête et même des gants. Bref, une fois de plus, il avait bien prévu son coup pour qu'on ne puisse pas le reconnaître, et les enquêteurs se retrouvent à nouveau sans aucune piste à suivre pour pouvoir retrouver Samantha. Une semaine après ça, celui qu'on pense être son ravisseur effectue un nouveau retrait sur son compte bancaire. Le truc, c'est que le distributeur utilisé n'est pas localisé à Anchorage du tout, mais à Wilcox dans l'État de l'Arizona, à plus de 6100 km de là. L'homme semble ensuite se diriger vers l'est et suivre le couloir de l'Interstate 10, une autoroute transcontinentale qui va de l'océan Pacifique jusqu'à Santa Monica en Californie, parce que peu de temps après, il retire de l'argent dans les villes de Lordsburg, au Nouveau-Mexique, puis dans 2 villes du Texas, Humble et Shepherd. Il bouge rapidement, probablement dans un but précis, et à ce stade-là, toutes les hypothèses sont permises. Et s'il voulait faire sortir Samantha du pays, pour pouvoir continuer à soutirer de l'argent à ses proches, sans risquer d'être arrêté. Toujours est-il qu'après une analyse poussée des images capturées par le distributeur où il a retiré dans la ville de Wilcox, les enquêteurs remarquent quelque chose qui pourrait bien les aider à freiner la course du mystérieux ravisseur. L'homme a peut-être commis une erreur parce que sur ces images, on peut apercevoir une forme de focus blanche en arrière-plan, et avec un peu de chance, il pourrait s'agir du véhicule dans lequel il se déplace. Immédiatement, les enquêteurs transmettent l'information aux forces de police des villes traversées par l'Interstate 10, ou situées non loin, et le 13 mars 2012, le caporal Brian Henry, un policier texan, remarque une voiture correspondant à la description. La Ford Focus blanche est garée sur un parking situé dans la ville de Lufkin, mais personne ne se trouve à l'intérieur, alors l'officier patiente discrètement le temps que son propriétaire daigne se montrer. Un homme finit par s'approcher, puis monte dans le véhicule avant de prendre la route, suivi à distance par Brian Henry qui attend qu'il commette une infraction qui puisse justifier un contrôle. Rapidement, le conducteur du véhicule dépasse légèrement la vitesse autorisée, et c'est tout ce qu'attendait l'officier. Il peut maintenant activer ses gyrophares pour lui signaler de se garer sur le bas-côté. This is a family came down for a wedding. Where you headed? Back up to see the family.
Play that house right there. Oh, sure. Is there a reason you pulled over? Well, I was going to tell you that, but we're investigating. Kidney. Hard. You're from West. Why is that? Kidnapping where? I don't know. From where you're from. All these guys are undercover officers. Okay. I. L'homme en question se nomme Israel Keyes. Il a 34 ans et le fait qu'il ait une Ford Focus blanche n'a visiblement rien d'une coïncidence, parce qu'à l'intérieur de sa voiture, il y a la carte d'identité de Samantha Koenig, sa carte bancaire, ainsi que son téléphone. Il s'agit bien du Israel Keyes mentionné au début de la vidéo, celui-là même qui semblait à première vue avoir une vie tout ce qu'il y a de plus normal, une compagne, une fille, et même sa propre société de construction. Mais ce n'est pas tout, parce que dans le véhicule, qui se trouve d'ailleurs être une voiture de location, la police trouve également une arme de poing et le même masque que celui qui couvrait le visage de la personne qui effectuait les retraits. Après ces découvertes, les autorités pensent qu'elles tiennent probablement celui qui a enlevé Samantha au début du mois précédent, et le suspect est immédiatement placé en état d'arrestation dans l'attente de son extradition vers l'Alaska. Pour autant, si c'est vraiment lui le coupable, comme on l'a vu au début de la vidéo, Israel Keyes n'a pas du tout le profil auquel on aurait pu s'attendre, bien au contraire. Alors oui, il a bien été arrêté une fois pour conduite en état d'ivresse et une autre pour défaut de permis de conduire quand il était dans l'armée, mais à part ça, il n'y a rien de plus de négatif à dire sur lui. Il n'est fait aucune mention sur son casier judiciaire d'un quelconque crime violent. Israël a même été travailler chez un homme qui était employé au bureau du procureur de la ville. En gros, c'est le genre de type qui paraît bien sous tout rapport, pas celui qu'on aurait naturellement pu soupçonner d'avoir enlevé une jeune femme, l'arme au poing. Une jeune femme dont on ignore d'ailleurs toujours la localisation et que la police espère encore pouvoir retrouver vivante. Du coup, après l'extradition d'Israël à Anchorage le 26 mars, les interrogatoires débutent rapidement. Ils sont conduits par le FBI, à qui le suspect demande un café de chez Starbucks et un sneakers, et même un cigare d'une marque bien spécifique. Il plaisante avec les enquêteurs, du moins jusqu'à ce qu'ils le confrontent au sujet de ce qui l'a amené là, la disparition d'une jeune femme de 18 ans, Samantha Koenig. L'ambiance dans la salle d'interrogatoire se fait plus pesante, et Israël, qui a obtenu ce qu'il voulait, accepte de parler et leur fait une confession des plus glaçantes. Oui, c'est bien lui qui l'a enlevée, et la jeune femme n'est plus de ce monde. Le 30 mars, il révèle au FBI qu'il ne connaissait pas sa victime et qu'il l'a choisie après avoir fait des repérages, avant de l'enlever, de la ramener chez lui, de la violer, puis de la tuer par étranglement dans la nuit qui a suivi. Et il est à noter qu'apparemment, avant de passer à l'acte, Israël avait déjà remarqué qu'aucun véhicule n'était garé près du Common Grounds. En fait, il se doutait que quelqu'un allait probablement venir récupérer Samantha, et enlever cette seconde personne faisait également partie de ses projets, ce qui se serait passé s'il avait vu Duane en sortant du kiosque avec sa première victime. Finalement, ils ne se sont pas croisés, donc Israël a abandonné l'idée, et c'est probablement ce qui a sauvé la vie du jeune homme. Le pire là-dedans, c'est que, juste après avoir commis le meurtre, le 2 février 2012 à 5h du matin, Israël est parti en direction de la Nouvelle-Orléans avec sa fille pour prendre l'avion, parce qu'ils avaient prévu une croisière dans les Caraïbes. Comme si de rien n'était, en laissant le corps de Samantha dans l'abri de jardin. Il n'est rentré que 2 semaines après, le 17 février, et les températures très froides d'Anchorage ayant empêché le processus de décomposition de commencer, c'est là qu'il a décidé d'envoyer la demande de rançon à Duane. Ceci dit, Israël se doutait que s'il ne se débrouillait pas pour fournir une preuve que Samantha était encore en vie, ses proches ne verseraient jamais l'argent. Alors, il a décidé de maquiller son visage pour le rendre moins pâle, puis il a cousu ses paupières pour qu'elle garde les yeux ouverts, tout ça dans le but de lui donner l'air vivante sur la photo. Maintenant, la police a malheureusement la confirmation du fait que Samantha est morte, et leur nouvel objectif, c'est de découvrir ce qu'Israël a fait de son corps. Mais il ne fait pas attendre les enquêteurs bien longtemps avant d'avouer que, dès le lendemain de son retour de vacances, soit le 18 février,
il a démembré la jeune femme, puis a jeté ses restes dans le lac Matanuska, près de la ville de Palmer, à 68 km d'Anchorage. Il a même précisé qu'il avait pris un moment pour pêcher avant de repartir et qu'il a mangé le poisson après. Le 2 avril 2012, une plongée est entreprise dans le lac, qui est gelé à ce moment-là, dans le but de confirmer les dires d'Israël, et après 10 heures de laborieux travail, la police annonce qu'elle a bien retrouvé le corps de Samantha Koenig 2 mois après qu'elle ait disparu. Après cette macabre découverte, ce que se demandent les enquêteurs, c'est évidemment s'il n'y aurait pas plus de victimes à déplorer. Now, there is no one who knows me, or who has ever known me, who knows anything about me, really. They know they're going to tell you something that does not line up with anything I tell you because I'm two different people, basically. And the only person who knows about what I'm telling you, the kind of things I'm telling you, is me. Avec ces mots, le meurtrier vient d'admettre qu'en effet, ça fait un petit moment qu'il laisse libre cours à ses pulsions. Israël vient ni plus ni moins d'avouer en toute décontraction qu'il tue depuis ses 14 ans. S'il dit vrai, ça veut dire qu'il a réussi à passer sous les radars de la police pendant plus d'une décennie, et les enquêteurs du FBI se demandent comment c'est possible. Le meurtrier semble être très calculateur. Chacun de ses mots est choisi et pesé, et on dirait qu'il n'en prononce aucun au hasard, et que rien ne sort de sa bouche sans que ça n'ait été mûrement réfléchi. Il est toujours calme et surtout dans le contrôle permanent. Une plongée dans le passé d'Israel Keyes est nécessaire parce qu'il refuse pour l'instant d'en dire plus, mais les enquêteurs en sont à présent sûrs, Samantha Koenig n'est pas la première personne qui l'a tué. Tous les relevés téléphoniques et bancaires de l'homme sont passés en revue. La police est à la recherche du moindre détail qui puisse leur dire ce qu'il a fait ces dernières années, et rapidement, elle découvre que le criminel a énormément voyagé. Et c'est loin d'être rassurant parce que ça veut potentiellement dire qu'il a eu l'occasion de faire des victimes aux 4 coins des États-Unis. Le 6 avril 2012, Israël se dit prêt à passer un accord. Il donnera des noms, mais en échange, il veut l'assurance d'être condamné à la peine de mort et une exécution rapide sous 1 an maximum. Et la seconde chose qu'il demande, c'est que son identité ne soit jamais révélée dans les médias. À ce moment-là, c'est un bras de fer qui s'engage entre l'assistant du procureur et le criminel. Ce dernier se montre limpide. Il sait qu'il n'a de toute façon aucune chance d'être innocenté et veut en finir au plus vite pour protéger Sarah, sa fille de 10 ans, des éventuelles répercussions que ses propres actes pourraient avoir sur elle. D'ailleurs, Sarah n'est pas son vrai nom, sa véritable identité n'a jamais été rendue publique afin de la protéger. Israël veut que son enfant puisse grandir sans que l'ombre de ses crimes ne plane sur son avenir, ce qui serait impossible avec un père meurtrier condamné à la prison à perpétuité dont les médias parleraient en boucle. De même, il demande qu'on fiche la paix à Kimberly, sa petite amie, qui est régulièrement dérangée par des équipes de police qui veulent l'interroger et perquisitionner la maison qu'elle partageait avec lui. Israël l'affirme, elle n'est au courant de rien et de toute façon, si ces conditions ne sont pas respectées, il ne parlera pas. L'assistant du procureur retourne la situation et lui répond que justement, plus il en dira et plus il aura de chances d'obtenir ce qu'il souhaite, à savoir la peine capitale. Il insiste sur le fait que si Israël a effectivement la possibilité de ne pas tout dire immédiatement, il va quand même en falloir un minimum pour pouvoir faire progresser la négociation. Le meurtrier semble convaincu par son discours parce qu'il répond qu'il est d'accord pour donner 2 noms, Bill et Lauren Currier. Après vérification, il apparaît qu'il y a des chances qu'Israël dise la vérité parce qu'un couple de quinquagénaires qui ont les mêmes noms et prénoms a effectivement été porté disparu le 9 juin 2011 à Essex, une petite ville située dans le Vermont. Bill et Lorraine ont été aperçus pour la dernière fois le jour précédent, en fin d'après-midi, par leurs collègues, et le lendemain, ils ne se sont pas montrés sur leur lieu de travail respectif, sans avoir averti qui que ce soit de leur absence au préalable, ce qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. L'absence du couple ainsi que leur silence a immédiatement alerté la sœur de Bill, qui a signalé le tout à la police, ce qui a entraîné une visite d'officiers chez eux. Une fois sur place, la patrouille n'a trouvé personne et a remarqué que la voiture de Bill et Lorraine n'était pas là. La maison était verrouillée, mais un détail les a interpellés, la vitre de la porte qui permettait d'accéder à l'intérieur du logement via le garage était brisée.
Même s'il n'y avait aucun signe de lutte visible chez eux, le couple ne donnait pas signe de vie, restait totalement injoignable, et l'ensemble de la situation était assez étrange pour que leur disparition soit considérée comme suspecte. 2 jours après, leur voiture a été retrouvée, non loin de chez eux, abandonnée sur un parking, et depuis, l'enquête n'avait pas permis de retrouver la trace de Bill et Lorraine, même si le portrait robot d'un suspect, aperçu en train de conduire leur véhicule le 9 juin, avait été rendu public par la police. Il s'avère que le coupable n'est autre qu'Israel Keyes, qui le 2 juin 2011 avait pris la route depuis Anchorage pour aller voir ses frères dans le Maine. L'homme révèle aux enquêteurs qu'il avait entamé ce voyage avec la ferme intention de tuer quelqu'un pendant son séjour, sans pour autant savoir contre qui il allait diriger ses envies de meurtre. Sur le chemin, il a fait plusieurs arrêts ici et là, et une chose en entraînant une autre, il s'est finalement retrouvé à Essex, où il a repéré la maison de Bill et Lorraine Currier, le 8 juin 2011, tard le soir. En observant les alentours de cette habitation située au 8 Colbert Street, il a remarqué, grâce à son expérience professionnelle, que sa construction était simple et qu'un couple, probablement d'âge moyen, y vivait seul, sans animaux ni enfants. En gros, pour Israël, Bill et Lorraine Currier représentaient les victimes parfaites, et il a pu passer à l'acte directement parce qu'il se trouve qu'il avait déjà sur lui tout l'attirail nécessaire pour commettre le meurtre parfait. Et il n'a rien acheté sur place parce qu'il s'avère qu'il avait déjà caché du matériel dans le Vermont 2 ans auparavant. Et quand je dis matériel, je parle d'un seau rempli de colliers de serrage, d'armes et de munitions, mais aussi d'embouts de silencieux, de rubans adhésifs et même de Drano, un produit qui accélère la décomposition humaine. Son récit laisse d'ailleurs entendre qu'il n'en a pas caché que dans le Vermont. Mais le pire reste à venir parce qu'Israël va également dévoiler l'intégralité du déroulé de ces 2 meurtres et il ne va pas lésiner sur les détails sordides. Il confie au FBI qu'une fois que sa décision a été prise, tout a été assez vite et que, masqué et tout de noir vêtu, il s'est introduit dans la maison de Bill et Lorraine, qui dormaient à point fermé, en passant par le garage. Israël a réveillé le couple en les tenant en joue, leur a attaché les mains dans le dos, a volé leurs cartes bancaires, puis les a fait monter dans leur voiture avant de se mettre au volant. Le ravisseur a tenu à ses victimes l'exact même discours qu'à Samantha Koenig, en leur faisant croire que l'enlèvement n'avait pour seul but que de pouvoir demander une rançon à leurs proches. Aux alentours de 4 heures du matin, Israël a garé le véhicule devant une ferme abandonnée à vendre, située sur la route 15, qu'il avait également repérée plus tôt, et en a fait descendre Bill pour le conduire au sous-sol, où il l'a attaché. Après ça, le meurtrier est retourné à l'extérieur et Lorraine, qui avait réussi à se libérer et à sortir de la voiture, a tenté de lui échapper en courant, malheureusement sans succès. Il l'a rattrapé, puis fait entrer dans l'une des chambres de la ferme, avant de l'attacher solidement au lit qui se trouvait dans la pièce. Il s'est ensuite rendu au sous-sol, où il avait laissé Bill, avec la ferme intention de le violer, même s'il refuse de le dire clairement au FBI, mais il n'a pas pu mettre son plan à exécution et ça, apparemment, ça lui a fait perdre son calme. Le quinquagénaire s'est défendu de toutes ses forces contre son agresseur, à tel point que, même avoir pris 2 coups de pelle, il s'est relevé. Israël a alors sorti une arme et a ouvert le feu sur lui, touchant sa victime au niveau des bras, de la tête, du cou et du torse. Après que Bill ait rendu son dernier souffle, le meurtrier est remonté dans la chambre où se trouvait Lorraine, qui se débattait elle aussi violemment pour tenter de se libérer, puis il l'a violée 2 fois. Comble de l'horreur, après avoir abusé d'elle, il l'a fait descendre au sous-sol pour lui montrer le corps encore chaud de son mari, et il l'a étranglé sur place avec une corde, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Avant de quitter la ferme, Israël a recouvert les mains et visages de Bill et Lorraine de Drano, puis a placé leurs dépouilles dans de gros sacs qu'il a disposés dans un coin du sous-sol, et a empilé des détritus et du bois par-dessus. Après avoir recueilli ces terribles aveux, la police entame des fouilles sur place, dans l'espoir de peut-être retrouver les restes des 2 quinquagénaires, mais elle fait malheureusement chou blanc. Israël voulait initialement mettre le feu à la maison, mais il n'a pas pu le faire, faute de temps. Ceci dit, il avait tablé sur le fait que si quelqu'un achetait le terrain, il ferait sûrement démolir la ferme et évacuer tout ce qui se trouvait dedans avec les gravats, et c'est exactement ce qu'il s'est passé peu après les faits. De nombreuses fouilles et recherches ont eu lieu aussi à la décharge locale, mais les corps n'ont jamais été retrouvés. La méticulosité dont Israël fait preuve dans la préparation, mais aussi l'exécution de ces meurtres, fait qu'il ne laisse généralement pas de traces sur les lieux du crime. Il y a fort à parier que s'il n'avait pas avoué les avoir tués, l'affaire de la disparition de Bill et Lorraine Currier n'aurait jamais été résolue.
Après ces révélations, le jeu du chat et de la souris continue entre Israël et les enquêteurs du FBI, qui cherchent désormais à savoir s'il a fait des victimes dans l'État de Washington, qui est l'endroit où il a vécu le plus longtemps, à savoir une 20aine d'années. Enfin, en réalité, la question n'est pas réellement de savoir s'il a tué là-bas, mais surtout, à combien de personnes il a bien pu s'en prendre. Et le meurtrier accepte de donner un début de réponse. Il en a tué 5 entre 2001 et 2006. Le problème, c'est qu'il se montre avare au niveau des détails et qu'au final, la police n'obtient ni nom, ni tranche d'âge, ni circonstances, seulement quelques très vagues informations. Israël leur dit qu'après avoir quitté l'armée en 2001, il n'a pas tenu très longtemps avant de céder à ses pulsions, parce que Neah Bay, l'endroit où il s'était installé, était, je cite, « ennuyeux ». Résultat, il aurait rapidement commis un meurtre au sujet duquel il ne révèle rien, et il précise qu'il aurait ensuite tué un couple entre 2001 et 2005 avant de les enterrer dans un endroit proche d'une vallée. Les 2 autres meurtres commis dans l'État auraient eu lieu en 2005 ou 2006, et il aurait disposé de l'un des corps dans le lac Crescent à l'aide d'un bateau acheté en avril 2005. Malheureusement, avec ce type d'indications très vagues, il est quasi impossible que les autorités parviennent à retrouver les corps afin de pouvoir identifier les victimes. Le lac Crescent, par exemple, a une surface de 21 km² et sa profondeur peut atteindre les 190 mètres par endroit. Alors autant vous dire que ce serait comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce qui est beaucoup plus facile à trouver, en revanche, c'est le bouton s'abonner, vous savez, le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous et pensez à activer la cloche sur toutes les notifications, comme ça vous serez certain de ne jamais rater les prochaines affaires. Pour en revenir à Israel Keyes, il refuse de trop en dire, toujours dans le but de protéger sa fille, parce qu'il est conscient du fait que tout ce qu'il dira finira par sortir dans la presse, et il ne veut pas que Sarah puisse un jour avoir connaissance de tout ce qu'il a pu faire dans les moindres détails. Le criminel tient absolument à la préserver et va jusqu'à dire que sa naissance a changé quelque chose dans sa manière de penser, et ça l'a convaincu qu'il ne devait pas blesser d'enfant. Du coup, on peut se demander si, avant que Sarah ne vienne au monde, en 2001, Israël ne s'était pas déjà attaqué à un mineur. Parce que, justement, il se trouve que le 3 mars 1996, une adolescente de 12 ans, nommée Julie Harris, a disparu à Colville, dans l'État de Washington, non loin de là où vivait alors Israël, qui avait alors seulement 18 ans. When you were living in Colville, do you remember the case where Julie Harris, she was a double amputee, went missing? And they've got a suspect in the case, so we're not trying to talk to you about you being involved in that, but 96? yeah, she lived, I think, pretty close to you, and she went missing, and they I found do remember hearing about that. And She was young, I think, like 11 or 12. I remember the name. I don't remember the details of the story. I remember that it seems like it was a pretty big deal. It was in local news and stuff, and I was working construction at the time, so I would hear stuff. But I never took a personal interest in it. okay. It was kind of one of those passing interest kind of things. Okay. Sounds like it was pretty big news, so we just kind of didn't know if that had any impact. That's on you. probably why I remember it. I mean, but it was. I don't remember enough of the details to know what my thoughts were at the time. Il semble qu'Israël ne soit peut-être pas celui qui a pris la vie de Julie Harris, mais si elle n'est pas sa première victime, alors qui est-ce? I think I was only maybe 18 at the time. So did you get away with something there? Yeah. Never even got reported. I mean, I didn't... Like I said, I didn't have the nerve to, take it to the next level, but... But in my mind, that's what I was going to do. Is it a pretty remote area that you were in? Yeah. It's called the Deschutes River. It goes into the Columbia. It's like just a little town out in the middle of nowhere. But in the summertime, there were a lot of people who would go up there from Portland and stuff. And Yeah, I've been to that area. What's the name of the towns there? well, the town that the house I was working on was in was Maupin. It's just downriver from Bend. I think, Bend, Oregon.
And what did you do then? You said you thought about taking it to the next level, but you obviously did some level. Something you got away with them. Yeah. No, there were these remote restrooms in these just random little beach areas along the river. And I took somebody to one of those, but I didn't kill her. What'd you do to her? It was one of those bathrooms where the door you could lock from the inside, and just like single restroom, and it was kind of late, so I knew nobody would be along. But I was pretty done at it. I lost my nerve. I didn't kill her. She was pretty scared. She was about my age, so I don't know. I guess I just decided not to. I don't know. Not to kill her. Yeah. Did you sexually assault her? Yeah, I scared her pretty bad. I don't know, I guess maybe that's why I never read anything about it. Les enquêteurs découvrent que la toute première victime d'Israël serait en fait toujours en vie. Il s'agit là d'une information très intéressante, mais une fois encore, il risque d'être compliqué pour eux de l'identifier. Surtout 14 ans après, alors même que l'adolescente, qu'il a agressée dans l'Oregon, n'a pas rapporté les faits à la police à l'époque. Quoi qu'il en soit, Lady Abu aurait eu lieu peu de temps avant que ne disparaisse une certaine Susan Lyall à Albany, dans l'État de New York, le 2 mars 1998. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que vous me suivez depuis un moment parce que j'ai déjà traité cette affaire sur la chaîne en début d'année. Du coup, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous intéresse, parce qu'il y a justement un passage sur la possible implication d'Israel Keyes dans la disparition de Susan. Je vous laisserai le lien en description. En vérité, outre le fait que le criminel soit assez peu disposé à réellement s'ouvrir, ce qui complique le travail des enquêteurs, c'est qu'il choisissait ses victimes totalement au hasard, au gré de ses voyages. Il en a effectué certains en sachant déjà qu'il allait tuer, ou il décidait simplement qu'il allait le faire en passant quelque part. Un certain nombre de tueurs en série s'en sont pris au même type de personnes, que ça a été lié à leur sexe, leur tranche d'âge, leur couleur de peau ou même leur mode de vie, et ils ont commis la plupart de leurs crimes au même endroit, souvent proche de leur lieu de résidence. Israël, lui, s'est apparemment attaqué à des hommes comme à des femmes, d'âges totalement différents, seuls ou en couple, juste parce que là où il se trouvait, au moment T, il a eu ce qu'il a considéré être comme une opportunité idéale. Comme je vous le disais plus tôt, le tueur en série cachait parfois du matériel sur sa route dans le but de revenir le chercher ensuite pour passer à l'acte dans le coin. Il planifiait donc ses meurtres des années à l'avance. Et il ne lésinait pas sur la prudence quand il se déplaçait, afin d'éviter qu'on puisse un jour retracer précisément ses déplacements. Pendant ses voyages, il se déplaçait en voiture de location, gardait son téléphone éteint, ne payait qu'en espèces. Il semble même qu'il ait réussi à passer sous le radar de la police non seulement pour des meurtres, mais aussi pour une multitude de cambriolages et au moins 2 braquages de banque. Israël a en effet avoué aux enquêteurs avoir commis des braquages dans les États de New York et du Texas, et le FBI était en mesure d'en confirmer 2 qui se sont produits le 10 avril 2009 et le 16 février 2012 dans les villes de Tupper Lake et Dazzle. Il aurait également cambriolé entre 20 et 30 logements privés à travers les États-Unis entre 2001 et 2012, mettant même le feu à une maison située à Aledo dans le Texas. Le tueur s'était en réalité fixé une règle, celle de ne pas commettre de crime dans un endroit proche de là où il vivait, une règle qu'il a choisi d'enfreindre en enlevant Samantha Koenig à Anchorage,
un ultime meurtre qui a par la suite permis sa capture. Avant ça, l'homme de 34 ans a néanmoins pu sévir pendant des années sans être inquiété, et les enquêteurs ont toutes les peines du monde à déterminer le nombre de victimes qu'il a fait exactement. Le pire, c'est qu'au fur et à mesure des interrogatoires, le FBI obtient toujours plus de ces indices flous. Par exemple, Israel leur confie que le 9 avril 2009, il a enlevé une femme dans un état le long de la côte Est avant de la tuer, puis d'enterrer son corps au nord de l'état de New York. Ses propos ont l'air cohérents parce qu'il a effectivement braqué une banque dans le même coin le lendemain du dit enlèvement, et le FBI pense que la victime en question, qui serait la 4e confirmée du meurtrier, pourrait être une certaine Debra Feldman. Cette femme de 49 ans a été aperçue pour la dernière fois le 8 avril 2009 chez elle, à Hackensack, dans le New Jersey, et il semblerait que pas mal de choses concordent entre les circonstances de sa disparition et les mouvements d'Israël à ce moment-là. Dans la même veine, il a avoué aux enquêteurs avoir enlevé et tué une femme à la peau pâle qui avait possiblement une grand-mère riche et conduisait une vieille voiture. Selon le meurtrier, si on met de côté l'affaire Samantha Koenig, c'est la seule fois où le corps de l'une de ses victimes a jamais été retrouvé. Israël s'était débrouillé pour faire croire à la mort accidentelle de cette dernière, et quand ces restes ont été découverts, c'est effectivement ce qu'en a conclu la police, qui n'a donc jamais cherché plus loin. C'est un véritable casse-tête pour les enquêteurs qui, dans le doute le plus total, partent un petit peu dans tous les sens pour essayer d'identifier les personnes dont leur a parlé le meurtrier. Le problème, c'est que, du coup, on peut être tenté de lui attribuer des meurtres qu'il n'a pas commis, simplement parce que quelqu'un a disparu au moment où il se trouvait dans les environs. Il y a par exemple une théorie selon laquelle Israël aurait fait disparaître Gilbert Gilman, un homme de 47 ans qui s'est volatilisé le 24 juin 2006. Il était parti au Olympic National Park dans l'état de Washington pour y faire une randonnée et il n'est jamais rentré chez lui. Mais là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà traité de cette affaire aussi et dans la vidéo, je donne toutes les explications. Je vous mets le lien en description aussi. Néanmoins, qu'Israël ait tué Gilbert Gilman ou pas, le bilan qu'on peut entrevoir est déjà très lourd et le pire là-dedans, c'est qu'il aurait pu l'être encore plus. Parce que l'homme a confié au FBI qu'il avait en fait prévu d'en tuer bien plus. En avril et mai 2011, Israël est apparemment passé à côté de 4 potentiels nouveaux meurtres. Il raconte au FBI que dans ces eaux-là, pendant qu'il se baladait dans un parc près de la pointe Woronzof à Anchorage, il a aperçu un couple assis dans une voiture et avait l'intention de leur tirer dessus. Des plans qui ont été perturbés par un policier qui s'est garé juste à côté. Israël a alors envisagé d'ouvrir le feu également sur l'officier, mais un second est arrivé dans la foulée, ce qui a mis un terme définitif à ses projets macabres. À la même période, Israël rapporte qu'il a jalonné le sentier North Fork à Eagle River, toujours en Alaska, dans le but d'y enlever quelqu'un. Il avait même préparé une cache à une courte distance sur la route qui contenait du drano et une pelle qu'il prévoyait d'utiliser pour se débarrasser du corps. Ceci dit, il affirme que cette envie-là, tout comme la précédente, n'avait pas pu être satisfaite. Il faut admettre que, depuis le départ, le meurtrier, même s'il n'est pas très précis, se montre assez coopératif, et son procès devant commencer en mars 2013, ça arrange les enquêteurs qui n'ont pas des années devant eux pour le faire parler. Mais, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, à ça, il a mis quelques conditions, et il semble que l'une d'elles ne soit pas respectée, ce qui va avoir des conséquences plutôt inattendues sur la suite des événements. Israël avait été clair, il parlera uniquement si son nom ne sort pas dans les médias. Malheureusement, même si la police ne parle pas aux journalistes, elle ne peut pas les empêcher de connecter les points par eux-mêmes. Le nom d'Israel Keyes commence à être discuté publiquement seulement quelques mois après son arrestation, et à partir de ce moment-là, il est beaucoup moins bien disposé à l'égard du FBI. Le 23 mai 2012, l'homme de 34 ans taille un crayon et utilise les copeaux de bois obtenus pour crocheter ses menottes. Il parvient également à casser les chaînes qui entravent ses chevilles, puis il tente de prendre la fuite pendant une audience de routine. Filed shortly after the court issued the order in this matter setting today's hearing. Our position is that at this particular juncture, we're not
Les US Marshals présents ont dû utiliser un taser pour le maîtriser. Après ça, le criminel bénéficie de beaucoup moins de liberté et il fait l'objet de mesures de sécurité renforcées. Contrainte complète, escorte de 2 agents à chaque fois qu'il sort de sa cellule et restriction sur la possession de rasoirs et de crayons. Israël semble avoir de la ressource et il en a peut-être parce qu'il est passionné par tout ce qui touche aux tueurs en série, jusqu'à avouer s'être énormément documenté sur le sujet depuis son adolescence. Il a d'ailleurs une grande fascination pour Ted Bundy et pense qu'ils ont de nombreux points communs. En gros, il se reconnaît en lui, notamment dans sa façon très méthodique de procéder. En revanche, il ne se considère pas comme un tueur en série lui-même. Et il est vrai que si, de par son mode opératoire, Israël diffère de beaucoup de tueurs en série, c'est aussi le cas en ce qui concerne son enfance, par exemple, parce qu'il n'a pas été maltraité par ses parents. Même si les conditions de vie de sa famille étaient très dures, il n'a apparemment jamais subi de violences sexuelles, ni même été battu, humilié ou persécuté, comme ont pu l'être certains des meurtriers qui ont développé des troubles psychologiques pour cette raison. Mais je dois vous avouer que je ne vous ai pas dit toute la vérité sur l'adolescent qu'était Israël. Quand ses parents fréquentaient The Ark, l'église partisane de l'idéologie de l'identité chrétienne suprémaciste blanche, le tueur a tissé là-bas un lien qui a peut-être semé les graines de ce qu'il a fait par la suite en tant qu'adulte. En effet, sur place, la famille Keyes a rencontré les Kehoe, une autre famille du coin, avec qui ils se sont liés d'amitié et, parmi ses membres, il y avait un certain Chevy, qui était condamné à 3 peines de prison à vie pour un triple homicide en 1996. Israël avait alors 18 ans, mais qu'il ait été influencé par cet homme ou pas, il avait de toute façon un comportement très anormal. Adolescent, il a entre autres dépecé un cerf vivant, torturé et tué d'autres animaux, allumé des feux en forêt ou encore s'est introduit sur des propriétés privées pour voler des objets, dont des armes qu'il revendait parfois à des adultes. Il tirait aussi sur des maisons avec un pistolet à air comprimé, une fascination pour les armes qu'il a d'ailleurs conservée en grandissant. Il ne manque donc que l'énurésie et on a quand même bien le triangle de McDonald, ces 3 traits communs que partagent de nombreux tueurs en série, à savoir cruauté envers les animaux, pyromanie et énurésie nocturne persistant après l'âge de 5 ans. Son comportement mettait les autres fortement mal à l'aise et il était facilement mis à l'écart, ce qui n'a fait que renforcer son attitude antisociale. En fait, après avoir été mis à la porte par ses parents, Israël a eu le champ totalement libre pour pouvoir s'abandonner à ses pensées les plus sombres et il a développé un intérêt démesuré pour le satanisme avec la ferme intention de commettre un meurtre ritualiste par la suite. En résumé, le meurtrier n'a tué que parce qu'il aime ça et il a lui-même confirmé adorer les montées d'adrénaline procurées par ses crimes, que ce soit les meurtres, les cambriolages ou encore les braquages de banques. Il a été très clair sur le fait qu'il ne regrettait pas ses actes et a d'ailleurs qualifié Dennis Rader, un autre tueur, de mauviette pour s'être excusé au tribunal et avoir exprimé des remords pour ses crimes. Il a également exprimé son admiration pour les meurtriers qui ne se sont jamais fait prendre. Les enquêteurs ignorent encore aujourd'hui s'il a pu ou non commettre un meurtre ritualiste. Il est d'ailleurs peu probable qu'ils arrivent à obtenir un jour tous les détails au sujet de son passé criminel. Le 2 décembre 2012, après 7 mois d'interrogatoire, Israel Keyes est retrouvé sans vie dans sa cellule au complexe pénitentiaire d'Anchorage. Le tueur en série s'est donné la mort en enfonçant une lame de rasoir jetable dans un crayon qu'il a ensuite utilisé pour s'ouvrir les veines du poignet gauche, après avoir également tenté de s'étrangler en utilisant des draps. Abandonné à qui voudrait bien la lire, il y avait dans la cellule une note ensanglantée de 4 pages, dont les mots forment une sorte d'ode au meurtre. Plusieurs mois plus tôt déjà, un dessin d'Israël avait été retrouvé sous son lit. Fait avec son propre sang, le dessin représente 11 crânes, un pentacle avec une tête de diable à l'intérieur et l'inscription « We are one », nous ne sommes qu'un seul. Ce dernier, bien que semblant décousu, est cohérent avec ce qu'Israël avait répondu au FBI quand il lui avait demandé combien de victimes il avait fait. Il avait répondu « moins de 12 ». Le pentacle était donc peut-être une façon de se représenter lui-même, en compagnie des 11 personnes qu'il a tuées, et qu'il considérait maintenant comme faire partie de lui. Après avoir appris la nouvelle de la mort d'Israël et l'existence de la note retrouvée dans sa cellule, les enquêteurs espèrent que cette dernière contient des indices sur l'identité de ses victimes, ou, plus généralement, des détails concernant ces meurtres, mais non.
Plusieurs analyses ont démontré qu'il n'y avait rien de plus à y voir. À nouveau, le meurtrier a fait le choix de garder ses secrets, mais cette fois en les emportant avec lui de façon définitive. Sur les 11 victimes présumées d'Israel Keyes, seules 3 ont pu être confirmées, Samantha Koenig ainsi que Bill et Lauren Currier. Ceci dit, nombre de ces déplacements et faits et gestes n'ont jamais pu être retracés avec précision et le FBI pense qu'il a peut-être fait beaucoup plus de victimes qu'il n'a bien voulu l'avouer. Il a par exemple fait plusieurs voyages qui l'ont amené près de la frontière canadienne et quand on lui a demandé s'il avait sévi au Canada, il a répondu que, je cite, « Les Canadiens ça ne compte pas ». Certaines sources indiquent également qu'il a tenté de violer 2 femmes pendant qu'il était dans l'armée entre 1998 et 2001, une prostituée durant une permission en Égypte et une étudiante rencontrée en Israël. Donc en plus des nombreuses victimes qu'il a sans doute faites aux États-Unis, il est même possible qu'il en ait fait également à l'étranger. Du côté des caches de matériel qu'Israël avait disséminés dans tout le pays, le FBI n'en a pour l'instant retrouvé que 2, une à Eagle River en Alaska et l'autre près du réservoir de Blake Falls dans l'État de New York. Selon un article paru en 2021, à cette date, les autorités étaient encore, 9 ans après le suicide du meurtrier, à la recherche de témoignages ou d'informations pouvant les aider à trouver des réponses à la multitude de questions qui sont restées en suspens. Leurs efforts continuent et il ne nous reste qu'à espérer que, même plusieurs décennies plus tard, des réponses pourront être apportées, comme ça a été le cas dans de nombreux cold cases, parfois résolus plus de 50 ans après les faits. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un partage ou même par écrit via la section commentaires. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!